Donc, je vais, sans plus attendre, laisser la parole à nouveau à Jean-Jacques en vous souhaitant tous la bienvenue. Voilà, merci beaucoup Thierry. Donc cette réunion s'inscrit, à mon sens, dans le prolongement de deux conférences précédentes que nous avions organisées ou co-organisées dans le cadre de la commission juridique et fiscale, puisque l'une concernait l'accès à l'information sur les droits africains, qui concerne bien sûr l'environnement juridique, en partenariat avec l'association Jury Connexion et qui se déroulait dans le prestigieux cadre de la Cour de cassation. Une autre avait traité des différents aspects de la couverture des risques en Afrique avec deux autres commissions, la commission chargée de la sûreté en Afrique et la commission santé. Alors aujourd'hui, nous allons élargir un petit peu le sujet et parler de l'évaluation du climat des affaires des pays. Il s'agit donc des méthodes de classement ou des rapports et des méthodes qui permettent d'avoir une première estimation de l'environnement juridique et économique, de l'activité des entreprises et du secteur privé. Bien sûr, ces instruments sont utilisés par les entreprises, par les agents économiques, par les compagnies d'assurance, mais aussi constituent pour les pays même un instrument de promotion de leur politique favorable d'incitation aux investissements. Donc, elle constitue en tant que telle un objet, disons, d'influence qui a été largement utilisé, notamment dans le cadre du rapport de la Banque mondiale, du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Alors, jusqu'à une époque récente, donc, ce rapport constituait le plus connu et le plus influent de ces instruments. Il était, on le verra, relativement contesté. Et puis, il est aujourd'hui suspendu. On peut dire qu'il a disparu dans sa forme actuelle. Donc, c'est pourquoi nous allons, au cours de cette réunion, nous allons essayer de tirer les leçons de l'expérience du rapport Doing Business, notamment avec Bertrand Dumaret. Nous allons également essayer de définir en quoi de nouveaux instruments, de tels instruments sont nécessaires ou sont utiles, dans quelles conditions ils doivent être établis pour être utiles, quels autres instruments de classement et d'évaluation sont disponibles. Pour aller plus loin et plus en profondeur, les méthodes d'évaluation du risque pays dans une approche microéconomique lors de l'étude concrète d'un projet, pour laquelle ces grands indices par pays ne sont pas forcément suffisants. Et donc, pour aborder tous ces sujets, je suis entouré d'un panel d'experts tout à fait illustres, avec Claude Revel, qui est à ma droite, actuellement directrice du groupe de réflexion Schema Publica, qui est un groupe de réflexion adossé à l'école Schema Business School, école qui dispose de 9 campus sur 5 continents. Je comprends que Schema Publica a notamment pour objet d'analyser de manière indépendante les aspects encore peu connus des transformations sociétales et géopolitiques, afin d'alimenter le débat public, d'émettre des recommandations à l'attention des décideurs nationaux ou internationaux. Précédemment, Claude Revel a notamment été délégué interministériel à l'intelligence économique auprès du Premier ministre. À ce titre, a été donc en première ligne pour le recueil d'informations économiques stratégiques concernant les autres pays, la diffusion ou la protection des informations concernant la France, et notamment dans le cadre du classement effectué par le rapport Doing Business. Elle a également été conseillère maître en service extraordinaire à la Cour des comptes, conseillère du commerce extérieur pendant une quinzaine d'années. Elle est l'auteur de plusieurs publications sur l'intelligence stratégique, l'influence et les relations internationales. Lucia Petri nous parlera donc de son activité, qui est actuellement présidente de la société Berry Palmer Lyle en France, société de courtage exclusivement dédiée à l'assurance des risques crédits et des risques politiques.
donc qui représente le groupe BPL Global, leader mondial dans ce secteur. Elle exerce ce métier de courtier en assurance des risques politiques depuis une dizaine d'années et vous fûtes auparavant avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit international. Bertrand Dumaret est conseiller d'État, mais est ici en tant que président de FIDES, hein, l'association, enfin le forum sur les interactions entre le droit, l'économie et la société, donc co-organisateur de notre réunion, un groupe de réflexion donc, qui est dédié aux interactions entre le droit et la science économique. Cet intérêt pour les interactions entre le droit et l'économie provient sans doute de sa formation, hein, puisqu'il est diplômé de l'ESSEC et ancien élève de l'ENA. Il a été détaché comme professeur de droit public à l'Université de Paris-Ouest Nanterre. Il est actuellement professeur associé de droit à Paris-Est Créteil. Également membre de la Commission nationale informatique et liberté. Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur la régulation, l'évaluation du droit et plus généralement sur les interactions entre le droit et l'économie. Et donc, je vais tout de suite lui passer la parole pour cette première intervention qui va concerner essentiellement Doing Business, hein, histoire et fin finalement de Doing Business. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci beaucoup Maître Leca, merci beaucoup aussi au cabinet Jean Ted de nous accueillir ce soir et à Maître Loriol. Merci à Claude Revel qui est aussi membre de FIDES et à Madame Pietri d'intervenir ce soir. Alors, je voudrais d'abord vous présenter très rapidement ce que je me propose de vous exposer à l'instant. Qu'est-ce que c'était que ce rapport Doing Business? Comment est-ce que Doing Business est sorti en quelque sorte, est devenu out of business en 2020-21? Et puis ensuite, je crois qu'on aura une sorte de pause et on changera un peu de problématique et à la fin de la discussion, je reviendrai sur quelques approches alternatives possibles, compte tenu surtout de ce qui aura été dit par Claude Revel et Madame Pietri. Et pour terminer, en conclusion, discussion sur finalement de quoi Doing Business est-il le nom, comme on utilise souvent cette expression, en particulier les jeunes utilisent cette expression, hein, de quoi est-il le nom, etc. Alors, en préambule, un caveat, voilà, donc les opinions exprimées ici sont purement personnelles et mises à titre purement académique, hein, évidemment, n'engage absolument pas les institutions auxquelles j'appartiens. Voilà, c'est fait. Et puis une toute petite page de publicité, si vous me permettez. Ce forum FIDES, Forum sur les interactions entre le droit et l'économie et la société, c'est une association à but non lucratif qui a pour objectif, c'est un think tank qui a pour objectif de développer les interactions entre le droit et la science économique, j'allais dire entre les deux tribus qui sont les juristes et les économistes et qui souvent se regardent un peu en chien de faïence, pour mener des recherches, des actions de formation et aussi de conseils et de prospective auprès des décideurs publics et privés. Bon an, mal an, nous publions un ouvrage par an et nous avons à peu près une conférence toutes les 6 semaines. Tout ça est assez artisanal quand même. Et nous avons 5 thématiques, finance, entreprise responsable, numérique, attractivité économique du droit, et c'est un peu dans cette thématique que s'inscrit la question des indicateurs de qualité du droit, concurrence et régulation, évaluation du droit et des politiques publiques. Et puis, nous avons créé depuis peu, dans des conditions qui étaient difficiles, puisque c'était avec le Covid, ce que j'appelle les entretiens de Saint-Sauveur, c'est-à-dire que nous nous réunissons ceux qui sont intéressés, praticiens ou universitaire, puisque notre think tank est paritaire. Il a une quadruple parité entre praticiens et universitaires, entre juristes et économistes, entre français et étrangers et entre femmes et hommes. C'est assez compliqué pour le conseil d'administration, mais on y arrive à peu près. Et donc, vous êtes les bienvenus pour nous lire, nous rejoindre et pourquoi pas nous soutenir
à travers le compte qui est sur ce site très utile qui s'appelle Hello Asso. Voilà. Alors, je vais quand même traiter du sujet qui m'a été imparti et je voudrais présenter ce qu'est ou ce qu'était ce rapport Doing Business. Alors, c'est un rapport de la Banque mondiale. Le premier rapport a été publié en 2004, 200 ans après 1804, donc 200 ans après le enfin la publication du Code civil, peut-être pas un hasard. Ce rapport publiait un indice synthétique et universel de facilité à faire des affaires, Ease of Doing Business Index, pour, à la fin, pour le dernier rapport en 2020, pour 190 pays, donc une masse de données absolument considérable, et à partir de 2006, un classement de ces pays en fonction de cet index, selon donc 10 indicateurs, qui à un moment ont été 12, puis 10, après notamment l'exclusion de l'indicateur du droit du travail et du droit des contrats publics. On reviendra sur le droit du travail. Et donc, cet indicateur était censé capturer en un chiffre la vie quotidienne d'une entreprise, ou plutôt sa relation avec le cadre juridique, et encore plus précisément, la qualité de ce cadre juridique pour favoriser la vie d'entreprise. Toute la méthodologie est inspirée de travaux d'une équipe qu'on appelle LLSV pour Laporta, Lopez de Silanes, Schleifer, Vichny, qui ont publié, en particulier en 1998, un article qui s'appelait Law on Finance. En développant cette méthode, on commence par un cas type, une sorte d'idéal type, que l'on va ensuite faire décrire sous forme de questionnaire qu'on envoie à des répondants. Et les réponses ensuite sont codées sont à la fois codées quand il s'agit pour les répondants de dire s'il y a tel ou tel instrument juridique. Est-ce qu'il y a dans votre pays, par exemple, la compensation des créances? Oui, non. Si vous avez oui, c'est plutôt bon. Si c'est non, donc vous avez 1. Si c'est non, vous avez 0. Et à ce moment-là, vous descendez un peu dans le classement. Et puis aussi une computation et du nombre d'étapes réalisées pour faire une opération particulière, obtenir un permis de construire, etc. Et tout ceci est ensuite agrégé en sous-indicateurs, les 10 sous-indicateurs, qui ensuite sont à nouveau agrégés dans l'index final. Vous avez ici, sur le rapport Doing Business 2006, la proportion entre ce qui correspond à time and motion, c'est-à-dire une approche très taylorienne, combien d'étapes, combien de temps faut-il pour réaliser telle opération, le coût que cela représente, l'occurrence aussi, encore une fois, de certains instruments juridiques, codés toujours en 0, 1, oui, non, et puis d'autres mesures qualitatives. Alors, cette conception taylorienne du droit, elle a été mise en œuvre tout au long de ces 17 années pendant lesquelles le rapport a été publié. Ici, vous avez le même tableau pour le dernier, le rapport 2020. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que quand moi j'ai commencé à travailler sur ce sujet, à l'époque, dans le cadre d'un organisme un peu baroque qu'on appelait le Programme de recherche attractivité économique du droit, qui en fait était à la fois un think tank et un budget alloué par toute la place de Paris, hein. J'allais dire de Bercy au Quai d'Orsay en passant par la Chancellerie. Alors ceux qui ont été dans l'administration savent que ce sont 3 personnes qui ne se parlent jamais. Des banquiers aux avocats, plutôt des notaires aux avocats et réciproquement, avec au milieu les banquiers. Enfin bref, on avait fait un très beau consortium qu'on appelait Attractivité économique du droit et on a commencé à travailler, à démonter la mécanique. Et la première chose qui nous est apparue, c'est qu'il y avait, premier résultat très troublant, par exemple, le classement des pays de l'Union européenne. Et vous avez ici, par exemple, le classement selon l'indicateur du droit douanier. Le Danemark était champion mondial et l'Italie était perdue dans le limbe du classement numéro 90, alors que, comme chacun sait, le droit douanier est identique pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, puisqu'il est totalement harmonisé. Et nous avons mis en évidence un certain nombre de biais. Ce qui était étonnant, c'est que ces biais étaient à chacune des étapes de la mise en œuvre de la méthodologie. Tout ceci a été résumé même décrit dans un livre qui a été publié à la documentation française. Et ce qui est, j'allais dire maintenant, plus utile, plus important, c'est de voir les dangers, en quelque sorte, de ce type d'instrument. Alors, c'est d'abord un instrument
pour la politique de la Banque mondiale. Et un certain nombre d'auteurs ont mis en évidence, et la Banque d'ailleurs, au bout d'un certain temps, ne s'en est pas cachée, qu'elle utilisait cet indicateur pour conditionner ses prêts, qu'elle traduisait ces indicateurs dans la conditionnalité des prêts, avec implicitement, mais clairement, puisque c'était affirmé dans le premier rapport, l'idée que one size can fit all, qu'il y a un modèle juridique, un droit juridique, et même des instruments juridiques qui sont utiles pour le monde des affaires et qui peuvent et même doivent être les mêmes partout. Alors, la France n'était pas bien classée, on était aux alentours de 44, du 44e rang mondial. On a, en 2 ans, lorsque j'ai travaillé sur ce domaine opérationnellement, gagné 16 places, ce qui était d'ailleurs la performance la plus qui n'a pas été refaite dans aucun classement depuis, je crois. Le deuxième danger, c'est que c'est une... alors, pour revenir sur le dernier point, le danger aussi était que, du coup, les pays emprunteurs étaient obligés de se conformer au modèle sous-jacent et donc faisaient passer un certain nombre de textes, de lois qui, parfois, n'avaient aucune pertinence. Lors des questions, si vous voulez, je vous parlerai de la Géorgie, qui était un très beau cas, et qui, du coup, devenait Best Reformer. Et vous aviez le tableau d'honneur des Best Reformers. À un moment, la France était Best Reformers en 2004-2006, quand je me suis occupé. Et puis, l'autre point, à mon avis, plus sensible, c'est que ces données sont une matière première et elles influencent notamment les décisions de localisation des investissements directs étrangers. Et ça, la banque elle-même l'a montré, l'a prouvé. Ce qui est normal, puisque les investissements se localisent là où le climat des affaires est plutôt favorable. Donc, comme la banque disait où était le climat le plus favorable, c'est un peu autoréalisateur. Et deuxième point aussi, on a démontré que ces données étaient reprises par les agences de notation et nous avons fait une analyse sur le recovery rating de Fitch Ratings. Ici, je suis obligé de faire un autre disclaimer, ou une autre caveat, puisque je l'ai promis au directeur juridique de Fitch, qui est sans doute maintenant à la retraite, mais en tout cas, promesse doit être tenue. Nous avons pris, et parce qu'en plus, il était prêt à me poursuivre en justice, nous avons pris Fitch parce qu'en fait, Fitch, à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas, était l'agence de notation financière la plus transparente. Donc, sa méthodologie était en ligne, on n'avait pas besoin de faire des calculs compliqués pour retracer à travers les données la méthodologie de Fitch. Et donc, en décortiquant en quelque sorte à travers ce que les statisticiens appellent une analyse en composantes principales, les différents instruments, enfin les différents ingrédients de cet indicateur de Fitch, qui utilise donc un index de la Banque mondiale. Vous voyez, on fait ce qu'on appelle une analyse de cluster, vous voyez les deux flèches, c'est à gauche la France et à droite les États-Unis, normalement, qui étaient très proches de situation ou de ranking. On y ajoutait ce que Fitch faisait, les indicateurs de la Banque mondiale, plus un indicateur donné par un avocat du cabinet Allen & Overy qui s'appelle le Maps of World Financial Law, et on obtenait une différence d'un notch en termes de rating. Alors le notch, c'est pas grand-chose a priori, c'est un cran dans l'échelle de notation. Si vous êtes AAA, ça vaut peut-être quelques dizaines de points de base. Si vous êtes à la limite entre le junk bonds et l'admission sur les marchés, ça vous prive d'accès aux marchés financiers. Donc c'est quand même pas du tout neutre. Alors on a fait ce travail sur une seule agence, mais on aurait pu le faire sur les autres. Et encore une fois, cette matière première est utilisée par ces agences. Alors, qu'est-ce qui s'est passé graduellement au cours de ces 17 années? Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu une prise de conscience graduelle mais constante des limitations de cette méthodologie. En 2008, la Banque mondiale a mené une évaluation indépendante par son propre dispositif d'évaluation indépendant, qui d'ailleurs reprenait nos critiques. Et ça a conduit à certains aménagements, mais en réalité plutôt cosmétiques. Et la publication s'est poursuivie. Et puis en 2009, je vous raconterai off comment ça s'est passé. Il s'est avéré que le Congrès des États-Unis
dans une appropriation bill, dans une loi de finances, reprenant nos arguments qui avaient percolé par l'intermédiaire du BIT, la FL-CIO et ensuite la commission, la sous-commission financière du Congrès, a ordonné à l'administrateur américain de la Banque mondiale de faire supprimer un des sous-indicateurs de Doing Business, qui était le sous-indicateur sur le droit du travail. Il paraît que ça a posé un problème constitutionnel, mais enfin, toujours est-il que le vice-président en charge de Doing Business, Michael Klein, a démissionné, enfin, a pris, sa retraite anticipée, et le chief économiste Simeon Djankov de Doing Business est reparti dans sa Bulgarie natale. Ça ne lui a pas nui, puisqu'il a été ministre des Finances ensuite. Et c'était d'ailleurs un co-auteur d'Andrei Schleifer qui avait, inventé cette méthodologie tout en amont. En 2013, nouvel audit indépendant mené par Trevor Manuel, qui avait été le ministre des Finances de Nelson Mandela. 2018, démission de Paul Romer, chef économiste de la Banque mondiale, parce qu'il avait publiquement dit que les données, notamment sur le Chili, avaient été trafiquées. On lui a demandé de démissionner. Et enfin, en 2020, et ça a été, la déconfiture finale, le rapport est mis en pause c'était le terme utilisé par la Banque mondiale, après des accusations de manipulation de données, et il est finalement arrêté en 2021, après une enquête indépendante d'un cabinet d'avocats américain et une nouvelle revue indépendante interne menée par le professeur Mauricio Cardenas, et qui confirme des manipulations pour satisfaire certains clients et ou bailleurs de fonds. Simeon Djankov, qui était revenu à la banque comme chef économiste, a dû démissionner. Et ça n'a pas complètement nui à la carrière de la chef économiste qui avait travaillé au moment où il y a eu ces manipulations, puisqu'elle est maintenant directrice et toujours directrice générale du Fonds monétaire. Alors, je vous propose de nous arrêter là pour voir en quelque sorte pourquoi est-ce que ces données sont aussi utiles et aussi attractives, notamment par l'intervention de mes deux autres co-intervenants. Merci. Bon, merci beaucoup, Bertrand. Donc, nous aurons compris qu'il y avait quelques doutes sur la méthode utilisée dans le cadre de ce rapport Doing Business, mais toujours est-il qu'il comportait de nombreuses informations, qu'il était utilisé de façon assez générale. Donc, la question se pose maintenant de son remplacement et surtout de comment faire mieux de façon appropriée. Et donc, c'est à cette question que Claude Revel question difficile, que Claude Revel va essayer d'apporter des réponses. Oui, bonjour à tous. Merci Jean-Jacques et merci pour votre accueil ici au cabinet Jeantet. Oui, donc moi je vais aborder deux points, revenir rapidement sur l'impact de ce type de classement et puis dire un petit mot quand même encore, mais qui ne sera pas la même chose que Bertrand sur Doing Business, et puis effectivement voir quels sont les autres classements possibles et puis à mon avis les tendances des futurs classements qui pourraient éventuellement remplacer Doing Business, puisque la nature a horreur du vide. Donc le premier point, l'impact des impacts. Alors là, je prends ma casquette une seconde d'intelligence économique, si vous voulez. L'influence des classements fonctionne de manière très simple. Elle repose sur deux mécanismes psychologiques. Un mécanisme positif, je veux ressembler à quelqu'un qui est bien, donc je veux être bien. Puis un mécanisme négatif qui est la honte éprouvée par rapport à ses pairs, PAIRS. Et donc, c'est la même nature que le naming and shaming. Donc, honte à moi, je suis mal classée, c'est pas bien. Bon. Et c'est évidemment une méthode utilisée depuis longtemps par les maîtres à l'école. Et c'est une pédagogie qui indique en creux comment gagner des places, comment être mieux vu. Et pour ça, il suffit de consulter la liste des classés, la liste des critères. Pour moi, ce sont des normes déguisées. À l'échelle du monde, ce sont de véritables instructions d'agir qui ne disent pas leur nom. C'est un outil raffiné d'influence, très raffiné, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et parfois, à la limite de l'éthique, parce qu'ils ne fournissent pas nécessairement de manière claire et évidente leurs critères de choix. Le procédé s'inscrit particulièrement bien dans des domaines stratégiques où il y a peu de régulation internationale, comme l'environnement des affaires. Et il est effectivement d'autant plus crédible qu'il provient d'une source autorisée. Ça, c'est très important. Il faut que la source apparaisse comme légitime. Et évidemment, le classement de Doing Business est un modèle du genre. Il remplissait tous les critères de crédibilité, puisque la banque est une organisation intergouvernementale, que son objet est de financer le développement des pays pauvres,
Et ainsi, sa crédibilité, enfin pour moi, hein, là c'est un peu de l'opinion personnelle, a été ainsi utilisée pour faire passer une vision assez idéologique et sans en prévenir les lecteurs. Parce qu'en regardant les critères de ces classements, surtout à l'origine, au début, après ils ont évolué, mais il apparaissait que la qualité principale d'un État, c'est d'avoir une législation légère, la plus légère possible, que seuls sont examinées des conditions de temps, de coût d'installation, crédit le plus court, permis de construire le plus rapide, etc., licenciement le plus rapide, etc. Donc, il y a clairement une orientation. Et en gros, en caricaturant à peine, le meilleur risque se trouve là où il y a le moins de réglementation, notamment sociale. Et l'édition 2004, je voudrais rajouter une chose, comportait un passage qui a été supprimé un an après parce qu'il avait été trop brutal et mal reçu, mais qui avait le mérite de la franchise. Il disait en substance, c'est un magnifique syllogisme, en substance, le droit romain va de pair avec des structures étatiques lourdes. Les structures étatiques lourdes vont de pair avec la corruption. Donc, le droit romain favorise la corruption. Non, mais c'était un syllogisme magnifique. Bon, on avait beaucoup dit à l'époque, hein, c'est pas original ce que je dis là, mais voilà, je le cite parce que c'est bien. Enfin, bien, vous comprenez ce que je veux dire. Mais malheureusement, les autorités françaises et européennes étaient assez peu passionnées par le sujet quand c'est sorti. Je crois qu'elles le sont toujours assez peu. Alors qu'à l'instar de la Banque mondiale, la BEI eût pu établir elle aussi un classement. On lui a proposé. Comme je l'ai dit, enfin, comme Jean-Jacques l'a dit, j'ai été conseillère de commerce extérieur pendant 15 ans. Et à l'époque, quand j'étais dans le privé, et à l'époque, on avait, avec Patrick Patelin, avocat, fait en 2010 un rapport qui s'appelait « Évaluer la qualité des climats des affaires » et qui proposait de nouveaux critères. Il n'était pas seulement critique, il proposait des nouveaux critères propres à améliorer les existants et à fournir une vision plus complète des pays. On l'a porté partout où on a pu. À l'époque, c'est Christine Lagarde, son cabinet, elle-même, la BEI, etc. On a suscité un intérêt proche de zéro, toujours en disant c'est super intéressant, mais voilà. C'est dommage parce que du coup, on avait que le classement de la Banque mondiale, qui avait aussi son intérêt. Hein, oui. Et donc, du coup, maintenant, donc, deuxième partie, les autres classements, ceux à venir possibles. Donc, un premier point, les classements actuels sont de plus en plus fondés sur la gouvernance et la compliance. Ça ne vous aura pas échappé, eux-mêmes issus des critères de notation extra-financière. C'est le cas même du classement de gouvernance de la Fondation Mo Ibrahim, qui sont également fondés sur les mêmes types de critères. Sécurité, état de droit, participation et droits de l'homme, développement économique durable et développement humain. Les pays du continent sont passés au crible, recueillant vraiment très diverses données par un réseau d'experts, des données statistiques, des données d'institutions internationales, d'ONG et des sondages d'opinion. Alors, ce mouvement va s'amplifier quand on voit, ça n'a rien à voir apparemment, mais quand on voit les obligations de reporting de plus en plus extraordinaires imposées aux entreprises, notamment par la dernière directive de l'Union européenne du 14 décembre 2022, où on est accablé par le nombre de références qui deviennent obligatoires et qui seront un jour ou l'autre reprises par des classements. J'en ai fait la liste, ça va être un peu long, mais si vous regardez cette directive, vous vous demandez comment on peut vraiment répondre à tout ça. La liste de toutes les références, la Global Reporting Initiative. Enfin, je ne vais pas prendre trop de temps, mais je pourrais vous la donner. Ça vaut le coup de la lire, cette directive. Elle est longue, mais elle est exceptionnelle comme texte bureaucratique. Mais elle pose un certain nombre de critères. Les classements, c'est des critères. Pour l'instant, on est dans une initiative européenne, mais ce sont des critères qui vont être repris, forcément, puisque les entreprises sont obligées de s'y conformer. Donc, ça va devenir des critères un peu plus normatifs. Ça sera probablement repris dans d'autres classements, y compris par des classements internes, comme je vais en parler tout à l'heure. Donc, pour les pays en développement, c'est la question de savoir si ces critères sont totalement adaptés. Mais ce qui est à mon avis encore plus important, c'est que d'autres critères et d'autres classements et d'autres visions pourraient se faire jour. Les Chinois ont depuis toujours porté une grande attention à ces classements comme aux normes internationales. Selon Laurent Malvezin, qui est un consultant que je connais bien, et chinois, enfin qui est très, très spécialisé sur la Chine a réussi depuis 2007 à co-concevoir, enfin à immiscer des gens à l'intérieur pour co-concevoir les indicateurs économiques et sociaux à l'ONU, à l'ONUDI, au FMI, parce qu'elle sait, parce que pour elle, il était important de rentrer dans ce concert international. Elle s'est félicitée des conclusions du rapport Doing Business, le dernier 2020, parce qu'elle est passée de la 48e à la 31e place.
En octobre 2019, des dispositions ont été prises pour optimiser l'environnement des affaires signées par le Premier ministre Li Keqiang. Donc, ils sont préoccupés par ce système d'environnement des affaires. Apparemment, ils acceptent les critères d'origine occidentale, en tout cas tant qu'ils étaient obligés. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, les choses pourraient changer. Tout le monde connaît le consensus de Pékin qui veut faire face au consensus de Washington. Le consensus de Pékin existe depuis 2004, il n'est pas nouveau, mais il prend de la vigueur avec tous les événements que je ne rappellerai pas, géopolitiques. Et derrière, vous avez le discours souvent tenu en Afrique qui va à l'encontre des, entre guillemets, dictats occidentaux, et notamment en étant plus souple sur l'environnement éthique des affaires. Donc, avec des positions très différentes sur les besoins, les méthodes pour soutenir le développement des pays, passant plus par les infrastructures, étant un peu moins sourcilleux sur l'éthique, etc., etc. La Chine accroît sa présence à l'ISO. Donc, tout ça est un faisceau d'indices. Moi, alors ça, je prends le pari, mais je le prends, que nous aurons peut-être bientôt des critères et des classements made in China. Voilà, il faut s'y préparer, sachons-le, why not, ce sera peut-être très bien, mais j'en fais le pari. Voilà, un autre point, il y aura aussi de plus en plus de classements des États sur des nouveaux sujets. Alors là, on ne parle plus chinois ou géographie, on parle des sujets nouveaux, comme par exemple la capacité à faire développer l'intelligence artificielle, qui devient une véritable superstructure, ou infrastructure même, les deux, dans les pays, qui va devenir un élément structurel du développement. Et je pense que il va y avoir des critères sur la bonne gouvernance de l'intelligence artificielle, sur la capacité. Voilà. Il en existe déjà un, je vous signale, mais qui ne prend pas en compte les PVD pour l'instant, qui s'appelle le Tortoise Global AI Index, tortoise comme une tortue, qui évalue les nations en fonction de leur niveau d'investissement, d'innovation, de mise en œuvre de l'intelligence artificielle, et dans lequel les deux premiers sont, sans étonnement, les États-Unis et la Chine. Mais bon, ça peut se développer. Un troisième point, en l'absence d'un nouveau doing business qui faisait autorité, ce sont aussi des classements internes à chaque banque, chaque assureur ou investisseur qui vont être utilisés, ou donc des critères sectoriels, pas forcément transparents, et qui, par des opérateurs financiers, publics et privés. Alors, on a par exemple un exemple concernant la lutte contre le dérèglement climatique. Une petite révolution dans le domaine des assurances est en cours, où il s'agit de refléter dans la politique des prix la prise en compte de ces risques climatiques, mais très concrets, d'avancer des mers, des choses comme ça pour l'immobilier, voire de refuser de les couvrir. Il faut lire pour ça un papier, un protocole de la coalition internationale Net Zero Insurance Alliance, qui regroupe 29 très grands assureurs dans le monde, les plus gros, et qui veulent, dont le but, c'est décarboner la couverture des risques. Voilà. Et donc, pour la décarboner, un certain nombre de critères qui, un jour ou l'autre, seront aussi sans doute repris dans un nouveau classement international. Est-ce que cela sera intéressant et favorable pour les pays en développement? Je ne sais pas. Surtout que ce sont les premiers exposés aux risques climatiques. Bon. Alors, en conclusion, il serait intéressant pour nous, Français et Européens, je reviens à moi, j'ai les idées longues, pour nous, Français et Européens, de co-concevoir un nouveau classement. Je ne sais pas, va être un niveau européen, et il y a tellement de choses qui se font, pourquoi pas ça. Ça serait vraiment très utile, nourri par des sources diverses, avec quelques critères, peu nombreux, mais portant sur des principes fondamentaux, adaptés au développement et non idéologiques. L'administration de la justice, la formation des magistrats, l'existence d'instruments de mesure économique et statistique, le niveau d'instruction du pays, etc., etc. Et pourquoi pas, dans chaque domaine, un indicateur spécifique lié à toutes les mesures prises pour faire évoluer l'indicateur en question. Je sais que c'était déjà un peu le cas dans Doing Business, mais que ça soit vraiment un critère. Donc, pourquoi ne pas y travailler entre économistes et juristes? Je ne sais pas, Bertrand, tu pourrais prendre le lead de ça à un niveau européen, mais en faisant participer aussi des Chinois, des Indiens, des pays d'Amérique du Sud, pour que ça soit qu'ils soient véritablement représentatifs. C'est le moment ou jamais, puisque dans le jeu, la nature a horreur du vide. Et donc, une sorte d'approche universaliste de l'environnement des affaires qui permettrait aux pays en développement d'améliorer leur gouvernance. On ne renonce pas aux critères de gouvernance, bien sûr, mais sans pour autant avoir pour but ou donner l'impression d'avoir pour but de devenir des clones des pays occidentaux, parce que c'est un peu ça qu'ils peuvent nous reprocher, et ce dont, de toute manière, ils ne veulent plus. Voilà, merci. Et puis, je suis prête à répondre à des questions si vous en avez.
Oui, merci infiniment. Merci beaucoup, Claude. En ce qui concerne le CIAN et les pays africains, ce qui nous paraît relativement important comme critère d'évaluation du climat des affaires, c'est notamment l'administration de la justice. Bien sûr, les problèmes de corruption et aussi d'intégrité de passation des marchés publics. Et donc, comme vous l'avez dit, à partir du moment où ces critères d'évaluation deviennent un petit peu non pas des conditionnalités, mais un jugement de l'attractivité des pays, il nous semble important que ces critères soient pris en compte pour qu'ils conduisent à une amélioration de ces conditions dans les pays concernés. Une autre préoccupation des entreprises, c'est que toutes les entreprises obéissent un petit peu aux mêmes règles du jeu. Alors, vous avez cité les directives européennes, les directives de vigilance qui ont une application extraterritoriale en dehors de l'Europe, puisque de facto, les entreprises européennes sont obligées de veiller à ce que leurs filiales, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants obéissent à ces conditions imposées par l'Union européenne. Donc, ce qui nous importe, c'est que les entreprises non européennes soient soumises à ces mêmes critères. Et la façon de le faire, c'est que les pays destinataires d'investissement adoptent eux-mêmes des critères proches. D'où l'intérêt d'introduire dans les critères d'évaluation ce type d'indicateur. Donc voilà un petit peu, nous, les préoccupations que nous avons. Et c'est une préoccupation qui est traitée d'ailleurs souvent par par le CIAN dans le cadre de la commission RSE et par Pierre-Samuel Gage, qui peut-être nous écoute d'ailleurs en visio. Donc maintenant, nous allons peut-être, après cette approche macroéconomique et institutionnelle, nous allons nous rapprocher, j'allais dire, nous allons redescendre un peu sur Terre avec Lucia qui va nous expliquer, alors très concrètement, projet par projet, et lorsque on étudie un projet pour couvrir les risques politiques, à quoi s'attache-t-on finalement? Merci Jean-Jacques. À nouveau, merci au cabinet Janté. Merci à Maître Loriol en particulier pour son aimable accueil. Donc, vous l'avez compris, septembre 2021, la Banque mondiale décide de supprimer, d'arrêter la publication de son rapport annuel Doing Business sur l'appréciation de la régulation des affaires. Une fois qu'on a dit ça, j'ai envie de dire de mon côté, le roi est mort, vive le roi, puisque sitôt enterré, la Banque mondiale faisait déjà état d'un prochain rapport avec de nouvelles approches qu'elle a intitulé le Business Enabling Development et qui devrait voir le jour d'ailleurs en 2023. Et ce n'est pas du tout ce dont je vais vous parler maintenant. Mon point, c'est de vous présenter que au-delà de ces rapports qui sont édités et qui présentent en fait des situations au niveau macroéconomique, vous avez un complément et peut-être encore davantage une réponse indispensable que vous procure le marché privé de l'assurance des risques politiques. L'assurance des risques politiques, vous verrez, a effectivement également une analyse macroéconomique, mais qui est différente, qui est nuancée. Si je prends un exemple, quand on fait référence, quand on pense à la guerre économique que se livrent les États-Unis et la Chine actuellement, les conséquences sont macroéconomiques au niveau international et ça mène à des violences politiques, ça mène à des situations que les assureurs privés des risques politiques peuvent envisager. Pourquoi je dis une réponse aussi? Pourquoi l'assurance des risques politiques est une réponse et un complément à ces rapports émis par des entités multilatérales? C'est parce que là où vous avez un rapport État par État qui pourrait vous dépeindre une situation où personne n'aurait envie d'aller faire du business, le marché des risques politiques va vous ouvrir cette porte et vous offrir une solution de couverture et vous allez faire du transfert de risque. Et en ça, c'est une véritable réponse à des opérateurs sur le marché des affaires.
Quand on parle peut-être en 2 mots des assureurs en risque politique, l'assurance des risques politiques, déjà, c'est une ligne d'assurance tout à fait particulière. C'est une assurance de niche, très confidentielle. Souvent, les gens n'ont jamais entendu parler. Alors, quand je dis les gens, je ne devrais pas dire ça, c'est impropre, mais je pense à des personnes au sein d'entreprises qui occupent des postes clés dans l'appréciation des risques. Et pour cause, parce que c'est un métier, une ligne d'assurance confidentielle. On est à la frontière entre la finance, l'assurance et le droit. Et ça veut dire que nous, en tant que courtier, vous l'avez compris, moi je représente une société de courtage ici, nous avons la main sur ces contrats, nous rédigeons les clauses et nous jouons un rôle de conseil. Alors, peut-être encore plus dans ma position en ayant été ancien avocat, mais c'est vraiment le rôle d'un courtier. Vous conseillez, baquez votre contrat et baquez des situations politiques qui s'entendent très largement, j'y reviendrai. Quand on parle de ce marché, pourquoi il est intéressant pour vous et pourquoi il vous offre un outil additionnel qui est finalement, comme le font ces rapports de multilatéraux, ce sont des diagnostics, des baromètres. Vous allez pouvoir faire du benchmarking parce que chaque projet que vous envisagez et pour lequel vous nous interrogez, nous approchons des assureurs qui sont une 60aine. Et on fait jouer la concurrence entre une 60aine d'assureurs. Ces assureurs qui représentent, pour essayer de vous donner une idée à quel point c'est intéressant, à quel point il y a du transfert de risque et à quel point vous pouvez l'utiliser comme un outil de baromètre, ces assureurs, en termes de montant de primes, on estime qu'en 2022, il y a eu à peu près 3,5 milliards de dollars de primes d'assurance qui ont été versées aux assureurs risques politiques. Dans ces 3,5 milliards de dollars, nous, BPL, nous avons fait transiter ou ont transité par le biais de BPL 560 millions de dollars de primes. Les encours de risque que nous avons actuellement, c'est-à-dire les risques que nous portons en portefeuille, mais qui sont in fine portés par les assureurs, c'est 70 milliards de dollars. Encore une fois, je pense que ça met en exergue que c'est un outil, c'est un baromètre. Et pourquoi je parle de benchmarking? Parce que lorsqu'on approche le marché privé, ces assureurs qui ont une capacité, dans le meilleur des cas, à hauteur de 3 milliards de dollars sur une durée qui peut aller jusqu'à 20 ans, ces assureurs vont revenir vers nous avec une appréciation des risques qui referme la lentille. On n'est plus vraiment, on l'est aussi, mais c'est moins ce qui vous intéresse parce qu'on s'intéresse à un projet dans un État ou divers projets dans un même État ou divers projets à travers le monde, peu importe la structure que l'on mettra en place. On va refermer la lentille et on va faire un focus sur le côté micro de la chose. Donc, le premier élément qui est important pour les assureurs et qui va être important pour vous, c'est effectivement le risque pays. On regarde le pays, mais on ne regarde pas forcément le pays dans le sens de la Banque mondiale, parce que sinon on s'arrête là, il n'y a pas de transfert de risque, il n'y a pas de risque politique. On va regarder le pays notamment par rapport à la capacité, les enveloppes de capacité dont dispose le marché. Et la façon dont cette capacité a été distribuée, son existence encore auprès des assureurs ou au contraire son inexistence, est pour vous un indicateur de, effectivement, s'il n'y a plus de capa sur le marché privé, si elle a déjà été allouée à je ne sais combien de projets, ça signifie qu'il y a donc un business important qui est en train de se dérouler dans l'État en question. Parallèlement, attention, sur un État particulièrement compliqué, je ne sais pas, je pense à la RDC par exemple, l'enveloppe disponible pour les assureurs est bien entendu plus petite. Okay ? Maintenant, si je prends un exemple, on reste sur le continent africain, on a aujourd'hui des problématiques d'allocation de capacité sur la Côte d'Ivoire, on en a également sur l'Égypte. Mais l'appréciation et l'appétit des assureurs n'est pas du tout la même. Sur la Côte d'Ivoire, on va avoir des problématiques de capacité qui sont liées en fait au fait que le marché est surexposé, au même titre d'ailleurs que l'agence Crédit Export française. Par ailleurs, sur l'Égypte, on a des problèmes de capacité parce que le marché est surexposé, encore une fois, comme l'agence Crédit Export française, mais par ailleurs, il n'y a pas d'appétit du marché, ou très peu. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, si je reste sur l'Égypte et que je redescends, je referme à nouveau la lentille, les assureurs vont porter leur intérêt sur le projet en question dans ce pays. Est-ce qu'on parle d'un projet stratégique globalement ou un projet stratégique pour le pays en question,
On va regarder quelle est la contrepartie, donc l'analyse de l'assureur par rapport à votre contrat, à votre projet d'exploitation d'un actif localement, par exemple. On regarde la contrepartie. Est-ce que la contrepartie est souveraine? Est-ce qu'il y a encore de la contrepartie, de la capacité sur cette contrepartie souveraine ou pas? Est-ce que cette contrepartie souveraine a déjà fait défaut? La manière dont elle a réagi et comment les récupérations ont été effectuées. On referme encore une fois la lentille. Et là, après avoir regardé le projet, on peut s'intéresser aussi au projet de manière un petit peu plus globale. On va regarder la supply chain à ce moment-là. Donc ici, vous voyez, on n'est plus uniquement dans une analyse macro d'un État et la régulation des affaires, parce qu'il y a beaucoup de business qui se fait dans des pays qui sont extrêmement compliqués. Si on prend l'exemple de l'Irak, je doute que un multilatéral vous sorte un rapport qui soit effectivement extrêmement positif sur les conditions du business en Irak. Et pour autant, il y a des affaires qui se font et qui se font correctement et qui sont couvertes par le biais du marché des risques politiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais ça veut dire que pour une entreprise, ça ne l'a pas empêché de pouvoir effectivement commercer dans ce pays et avec cette contrepartie parce qu'elle a transféré son risque à des assureurs privés. Je parlais de la supply chain, je pense que c'est très important, surtout dans le contexte actuel, et ça participe à l'analyse de risque et à finalement à cet environnement des affaires, si je puis dire. Vous pouvez aussi transférer, et c'est cette manière aussi dont les assureurs vont globalement apprécier votre risque, vous allez transférer en tant qu'investisseur ou exportateur votre risque dans le cadre de différents pays qui sont clés de façon à pouvoir effectivement remplir vos obligations contractuelles au titre d'un contrat. Dans le cadre, vous allez avoir un contrat, je ne sais pas, avec le Ghana. Pour exécuter ce contrat au Ghana, vous allez devoir faire transiter une marchandise par un autre pays africain. Vous avez des fournisseurs qui sont dans un autre pays, je ne sais où. Ces risques-là, les risques politiques dans ces pays, qui font que si vos partenaires, finalement, dans le cadre de l'exécution de ce contrat, ne sont plus à même de vous fournir certains équipements qui vous empêchent, in fine, de remplir vos obligations contractuelles, ces événements-là sont couverts et vous êtes indemnisés dans le cadre de police d'assurance. Ce que j'essaie de mettre en avant ici, j'ai peu de temps, donc je dois vraiment ramasser la pensée, c'est qu'en utilisant le marché des risques politiques, même si in fine on parle d'assurance, donc l'objectif évidemment c'est la souscription de police d'assurance dédiée à ces risques politiques, mais il n'en demeure pas moins que pour vous, c'est un outil particulièrement intéressant de benchmarking. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ce que les rapports annuels de type Doing Business ou le nouveau qui va sortir, le Business Enabling Development, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Ça vous donne une vision intéressante. C'est probablement utilisé davantage, à mon avis, par des multilatéraux, des bailleurs de fonds. Je pense surtout à des bailleurs de fonds dans le cadre de projets financiers, mais je pense qu'en tant qu'investisseur ou exportateur, on ne peut pas s'arrêter à des rapports de ce type. Parce que sinon, on arrête de commercer. Et ce que l'on voit, nous, en tant que brokers, dans tous les projets que nous couvrons, et il faut savoir que le marché privé des risques politiques, quels sont ces acteurs, quels sont les utilisateurs de ce marché? Ce sont principalement les banques, les exportateurs, historiquement, ce sont eux qui ont créé le marché des risques politiques, les investisseurs et les traders. Et je vous donnais tout à l'heure une idée des encours de risque, ça c'est que chez nous, des encours de primes, globalement. Vous avez ici un outil complémentaire et de transfert de risque et qui vous permet, in fine, de sécuriser des opérations de façon globale, parce que quand on parle de régulation des affaires, si on reprend le terme qui est utilisé par les multilatéraux, effectivement, il y a des notions comme l'état de droit, le marché du travail, etc. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus focus, beaucoup plus micro, et qui renvoient en fait véritablement à un projet donné, à une contrepartie donnée. Et on le voit aujourd'hui, tout à l'heure, je vous ai déjà pris un exemple, mais dans des pays qui sont compliqués, nous avons des affaires aujourd'hui. Certaines affaires ont été en sinistre, indemnisées, récupérées par les assureurs. D'autres affaires n'ont pas souffert de situations pourtant très compliquées. Nous avons fait face à la guerre civile en Côte d'Ivoire en 2010-2011 et les choses se sont finalement bien déroulées. Mais si on avait écouté probablement à l'époque la position des multilatéraux dans des conditions de ce type, eh bien, on aurait probablement arrêté de commercer. Je vous remercie, pardon.
Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir mis en valeur donc cette différence-là entre effectivement les analyses macroéconomiques basées sur des standards normalisés, hein, et puis la réalité des projets. Moi j'ai peut-être un exemple dans ce domaine qui concerne certains pays, malheureusement de plus en plus de pays africains, qui est la prise de pouvoir, ce qu'on appelle les prises de pouvoir anticonstitutionnelles par certains dirigeants ou militaires, et qui, bon, selon des normes internationales, classent le pays effectivement au bas du tableau, mais qui, en droit commercial, selon les arbitrages par exemple, finalement ne vont pas porter préjudice à la validité de marchés d'État passés par ces mêmes États, à condition que de facto les gouvernements en place, même s'ils sont mis en place contre le droit constitutionnel ou se sont maintenus en dépit des constitutions, à partir du moment où ces gouvernements effectivement gouvernent le pays, assurent la sécurité sur l'ensemble du territoire, sont considérés comme légitimes du point de vue des contrats qu'ils passent, par exemple. Oui, et in fine, respectent leurs obligations contractuelles au titre des contrats, que ce soit des contrats d'exploitation, des contrats de livraison ou autres. Et je pense notamment, lorsqu'il s'agit de l'exploitation d'actifs, la distribution d'eau potable, ce genre de choses, le commerce, enfin le business ne va pas s'arrêter parce que, c'est moche à dire, mais parce qu'il y a un dictateur au pouvoir. Il faut quand même poursuivre la distribution d'eau potable, le fait d'avoir de l'électricité dans un pays, etc., etc. Alors parfois, ça peut conduire à des ruptures de contrat, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et ça, c'est couvert dans les risques politiques. Voilà, on rentre dans le cadre. Une rupture peut également intervenir par un gouvernement tout à fait constitutionnel, hein, donc ça ne change pas la relation contractuelle. Donc maintenant, je vais repasser la parole à Bertrand pour, disons, Doing Business saison 2, hein, sur quelle suite est en préparation, hein, et quel regard peut-on porter sur cette suite, sur les nouvelles approches qui sont en cours de réflexion. Merci beaucoup Jean-Jacques. Alors nous allons, j'allais dire, après avoir abordé vraiment la réalité des opérations, on va remonter en quelque sorte vers peut-être un peu l'éther, et c'est-à-dire la macro. Mais vous verrez qu'en fait ma conclusion sera pas très éloignée de ce que vient de nous dire Madame Petri, pour les raisons que je vais vous exposer maintenant. Donc, la nature ayant horreur du vide, la Banque mondiale elle-même avait commencé à réfléchir évidemment à une autre génération d'indicateurs qu'elle a appelé le Business Enabling Environment. Alors, du point de vue très concret, il y a eu comment dire, une sorte de cahier des charges, ou plutôt de préfiguration de cette batterie d'indicateurs qui a été publiée en février 2022, qui a été soumise à consultation publique. La consultation s'est achevée de mémoire avant l'été et la banque a publié mi-décembre 2022 ce qu'elle appelait un concept note. Pour être très franc, je ne me suis pas livré à la lecture approfondie des 250 pages de ce document, mais on peut, je crois, identifier les grandes lignes suivantes. Il y a d'abord des améliorations par rapport à l'indicateur Doing Business. Notamment, il est question d'inclure les services publics, le fonctionnement des services publics, l'idée sous-jacente, qui est quand même un changement assez important de philosophie, étant que pour que le climat des affaires soit positif, il faut qu'il y ait de bonnes infrastructures. Ce n'est pas seulement une question, j'allais dire, d'allègement de la charge administrative et d'allègement de la charge juridique. Il faut aussi qu'il y ait des infrastructures, des services publics qui fonctionnent. Deuxième point, plus technique, mais qui, je crois, est aussi une amélioration, il y a une plus grande diversité des cas types.
initialement, chacun des 10 indicateurs était construit autour d'un seul cas type, une PME, une entreprise de tant de telle surface dans la capitale veut avoir un permis de construire, etc. Ou le salarié moyen, etc. Et là, l'idée est d'avoir plusieurs types d'entreprises, une grosse entreprise, une petite entreprise, etc., plusieurs types de salariés pour bâtir chacun des indicateurs. D'autre part, et ça aussi c'est intéressant, certains questionnaires seront adressés directement aux entreprises. Une des faiblesses du dispositif précédent, c'est que les questionnaires étaient adressés à, en fait, un échantillon qui était relativement réduit tout au début de juristes par pays, et en réalité, pour des raisons, j'allais dire, en fait, d'efficacité de la gestion du projet Doing Business, d'efficacité administrative, l'équipe Doing Business avait beaucoup sous-traité à quelques grands cabinets en réseau anglo-saxons, anglo-américains. Donc, on n'était pas du tout certain que la personne qui répondait pour le Mali, d'une part, avait effectivement travaillé au Mali et connaisse la réalité malienne. Voilà. Je prends le Mali, mais c'est peut-être un mauvais exemple. Donc, plus de répondants et surtout des questionnaires directement adressés aux entreprises, avec ici une philosophie un petit peu différente de l'aspect Doing Business. C'est l'idée de croiser les bases de données que la Banque mondiale a par ailleurs élaborées. Notamment, vous savez que la Banque mondiale, depuis je ne sais pas, au moins une vingtaine, voire une trentaine d'années, a toute une série de données sur le business climate, avec un échantillon de plusieurs dizaines de milliers d'entreprises de par le monde qu'elle interroge très régulièrement pour avoir un indicateur du climat des affaires. Et puis, dernier élément, des engagements en termes procéduraux et aussi en termes d'engagement moral, de transparence et de contrôle éthique. Bon. Donc, on pourrait, j'allais dire, avoir une vision assez optimiste. Mais néanmoins, il faut nuancer cet optimisme parce que l'approche reste fondamentalement similaire. Le même objectif d'avoir une évaluation quantitative, synthétique de l'environnement juridique des affaires pour favoriser des réformes, et une même méthode, finalement, 10 indicateurs. Alors, 10 indicateurs avec, j'allais dire, plus 2 parce que une des approches de ces 10 indicateurs va être aussi le degré de numérisation, de digitalisation de chacun des 10 procédures qui sont examinées. Et puis, une grande granularité de tout cet exercice. Alors, ça peut paraître un avantage d'avoir des nuages de points extrêmement denses, mais la difficulté aussi, c'est que c'est c'est aussi plus, j'allais dire pas plus facile, mais il est plus facile de manipuler de façon opaque le classement final, puisque en manipulant certains indicateurs, certains sous-indicateurs, en bougeant un peu le nuage de points très légèrement, j'allais dire, c'est comme pour la reconnaissance faciale, vous modifiez 2-3 pixels et en fait, au lieu d'avoir le système vous dit non pas que c'est un chihuahua, mais que c'est un brownie. C'est l'exemple classique des informaticiens. Alors, quelle alternative avoir? Nous proposons, enfin en tout cas moi je propose à travers les travaux que Fides fait et aussi avec d'autres auteurs, de modifier, j'allais dire, la focale en quelque sorte, et de mener ce que j'appelle des études d'impact du droit, des études de l'impact économique du droit, qui soient comparatives et monographiques. Procéder à des analyses de l'impact économique du droit, comme Doing Business le fait, mais en améliorant le dispositif de la façon suivante. Ne pas partir de cas types qui sont plus ou moins éthérés et qui peuvent être biaisés, mais partir de ce qu'en statistique on appelle le cas modal. Quel est le type d'entreprise le plus courant dans tel État? Et on va à ce moment-là, j'allais dire, faire toute l'analyse sur ce type de cas. Quelle est la procédure de recouvrement d'une créance la plus utilisée? Prendre ce qui correspond finalement à la pratique dominante dans chacun des domaines et pour chaque pays. Se fonder sur des statistiques officielles plutôt que sur des sondages de perception. La grande difficulté de Doing Business, c'est qu'une partie importante, en réalité, du questionnaire correspond à un sondage de la perception que le juriste avait du climat des affaires ou de telle ou telle procédure. Et ces analyses, qu'elles soient monographiques et comparatives. Alors, c'est
j'allais dire, c'est très séduisant d'avoir une base de 190 pays avec 10 indicateurs, etc. Mais en réalité, moi, je suis persuadé, et ça rejoint finalement ce que les deux oratrices précédentes ont dit, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le problème à résoudre, finalement, pour l'entreprise, sur le terrain. Et partir donc d'un secteur ou d'une problématique naturellement limitée, et de voir à ce moment-là quel est le droit qui s'y applique et quelle est l'efficacité économique de ce droit. Et pour avoir quand même un instrument de benchmarking, faire, j'allais dire, faire une sélection par rapport au contexte géographique. Honnêtement, comparer la Suisse et les îles et Sao Tomé et Principe, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ou le Kiribati, la France et le Kiribati, au début, on était juste en dessous du Kiribati. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de voir, est-ce qu'on a intérêt à comparer les concurrents? À ce moment-là, on a une analyse plutôt au sein de l'OCDE. Est-ce qu'on a intérêt à comparer, par exemple, notre situation avec la situation du pays d'accueil potentiel de notre investissement, ou quelques pays qui pourraient être en concurrence pour des arbitrages de localisation, et donc faire finalement de réduire beaucoup plus la focale en termes de j'allais dire, de pays concernés, ce qui permet du coup d'investir dans le qualitatif et dans les différents éléments que j'ai présentés auparavant, avec un protocole strict et éprouvé de dialogue réflexif entre les deux disciplines. Ce qui était très intéressant, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a eu, j'allais dire, autant de facilité finalement à grimper dans le classement au début du rapport Doing Business, c'est que les juristes et les économistes de la Banque mondiale travaillaient en fait en silo. Et les juristes apportaient les lois telles qu'elles étaient dans le journal officiel, et puis les économistes, ils codaient, ils faisaient leurs calculs et ils faisaient leurs régressions. Mais il n'y avait aucun dialogue entre les deux, ce qui d'ailleurs fait que les juristes de la Banque mondiale nous ont aidés parce qu'ils en avaient marre d'avoir des économistes qui leur apprennent ce que était le bon droit. Donc voilà la méthode un peu que moi je préconise et qu'on essaye de mener. Alors on peut le faire, nous-mêmes on l'a fait. Alors entre deux pays développés, à savoir la France, l'Angleterre et le Pays de Galles pour ce qui était de l'enregistrement des titres de propriété. Je vous renvoie aussi à un travail extrêmement intéressant qui date un peu, mais très, très approfondi, qui a été fait par le Verbund der Pfandbriefbanks, c'est l'association des banques hypothécaires allemandes, qui a mené ce type d'analyse sur tout le droit des sûretés, sur tout le droit immobilier, sur, j'allais dire, l'Europe, Union européenne et même au-delà, parce qu'il y avait des pays comme la Turquie, etc., qui étaient dans le champ. Et ceci sur quasiment au moins 5 ans, voire plus. Alors, en conclusion, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, enfin de m'interroger sur de quoi Doing Business est-il le nom. Il y a eu quand même un entêtement étonnant, 17 années. Hein. Le Congrès des États-Unis qui dit quand même, attendez, il faut arrêter quand même ce numéro. Des dommages qui ne sont pas négligeables, qui sont même considérables. Hein. Quand vous perdez un notch, ça vous coûte quand même beaucoup. Des lois qui ont été adoptées pour satisfaire le classement, essayer de grimper dans le classement, qui, pour certaines, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la Banque mondiale étant un organisme sérieux et j'allais dire une bureaucratie bien gérée, le service d'évaluation indépendante, Independent Evaluation Group, a effectivement reconnu qu'il y avait des réformes qui avaient été faites simplement pour monter dans le classement et qui étaient totalement, non seulement cosmétiques, mais même orthogonales avec l'intérêt du pays. Un problème inquiétant de gouvernance au sein de la Banque mondiale et vis-à-vis de ses financeurs. Bon, au sein de la Banque mondiale, ça a été réglé de façon assez directe. Vis-à-vis de ses financeurs, on a quand même une situation un peu paradoxale où une organisation internationale publique, donc qui revêt de son cachet les travaux qu'elle publie, mais qui est obligée de faire ses fins de mois avec des bailleurs financiers particuliers. Enfin, des bailleurs, et c'est pour ça d'ailleurs que la note de tel ou tel pays avait été modifiée pour pouvoir, j'allais dire peut-être pas faire les fins de mois, mais s'offrir tel ou tel projet qu'elle souhaitait faire. Et on revient finalement à l'essence du service public. Et puis des problèmes d'éthique et d'indépendance, y compris intellectuelle, de la recherche.
Alors, est-ce que les pressions étaient trop fortes? L'année dernière, on a fait aux entretiens de Saint-Sauveur justement un webinaire avec des amis, notamment mon ami Pablo Spiller qui est à Berkeley. Lui dit sur le fond, la difficulté de ces classements qui sont produits par des organisations qui ont quand même une dimension politique, c'est qu'ils seront tôt ou tard soumis à des pressions. Bon. Alors donc ma réponse est de dire à ce moment-là, il faut une multiplicité de ces classements, parce que dans la nouvelle l'initiative actuelle de la Banque mondiale, il est question d'utiliser aussi des classements du World Economic Forum, de la Fraser Institute, qui sont objectivement des classements dont là aussi la fiabilité, la qualité n'est pas parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui sont même pour certains très idéologiquement biaisés. Donc, multiplier les classements, multiplier aussi la statistique officielle. Pour nous juristes, c'est un monde qui souvent nous est un peu hostile. On n'est pas habitué à faire des calculs, on n'aime pas ça d'ailleurs. Hein. Mais il y a un vrai investissement, un vrai intérêt à mener des investissements en termes de statistiques juridiques, de statistiques juridictionnelles, la métrique du droit. C'est quelque chose qui est quand même assez peu développé. Et enfin, une question que je pose, est-ce que le public ou les consommateurs de ces classements ne seraient pas un peu trop naïfs, ou peut-être c'est leur intérêt de transférer les risques par ailleurs? Et ça, je laisse ça au débat. Merci. Voilà, merci beaucoup Bertrand. Donc nous arrivons un petit peu à la fin de cette séance, et je repasse la parole à Claude pour un mot de conclusion. Voilà. Merci Jean-Jacques. Oui, tout ce qu'on vient de dire, Bertrand a raison. Enfin, moi j'en tire le fait que les classements sont vraiment des objets politiques et qui transportent forcément des visions et des valeurs. Bon, donc il ne faut pas qu'il y ait un seul classement. Et ce qu'a dit Lucia tout à l'heure montre bien qu'en fait, c'est le jugement microéconomique qui est important, et qu'on peut très bien, voilà, je ne vais pas redire ce qu'elle a dit très bien, mais néanmoins, il faut des classements, je dirais, un peu macro, mais tout en n'étant pas naïf, en sachant qu'ils transportent toujours des valeurs. Donc, ils sont toujours faits par quelqu'un qui a intérêt à les faire. Bon, voilà. Et donc, je pense que ce qu'a dit Bertrand, donc ça, je trouve que, comme je disais, la nature a horreur du vide, je trouve que ça serait vraiment bien qu'on arrive, peut-être avec un organisme international, avec le PNU, avec, j'en sais rien, le BIT, je ne sais pas, à proposer quelque chose, et avec la vision que tu viens de dire, Bertrand, qui à mon avis est la meilleure, c'est-à-dire divers classements selon les types de questions. Pas un seul classement pour tout qui sera artificiel, mais où veut-on investir, ou bien les classements sur les concurrents, etc. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Et... Tant question. Voilà. Donc maintenant, donc nous avons fini cette première partie, et donc j'ouvre une période de questions, soit pour ceux qui sont à distance, soit pour les gens qui sont dans la salle. Bonjour, je suis Sandrine Soriel, la directrice générale du CIAN. Alors, je vais faire ce qu'on n'aime pas d'habitude, mais je vais faire une intervention plutôt qu'une question. Je voulais dire que le CIAN, depuis 30 ans, s'est aussi posé la question de comment faire des arbitrages entre différentes implantations dans les pays africains, et donc fait une enquête annuelle auprès des entreprises étrangères implantées dans les pays avec 39 critères, et ça permet de donner un peu une image de ces pays. Et de les comparer éventuellement de l'un à l'autre. Alors, on ne publie pas tous les indicateurs. Il s'agit de perception, donc ce n'est pas des choses qui sont mesurées comme beaucoup des critères du Doing Business, mais c'est aussi un élément qui peut aider à la décision et permettre des arbitrages entre deux pays. En tout cas, ça montre aussi des dynamiques de pays qui font des efforts pour améliorer le climat des affaires, la gouvernance, les infrastructures. Enfin, dedans, il y a les infrastructures aussi, ou le coût des facteurs. Et donc, on voit des pays qui montent et qui descendent en fonction de la réalité aussi, de l'accès à l'électricité, par exemple, ou de la qualité de la distribution électrique.
qui peut être un facteur très important pour une entreprise quand elle souhaite produire sur place. Donc, ça peut être un élément d'information des entreprises qu'on publie chaque année dans un rapport. Donc, le 33e ou 34e édition sera disponible en avril. Oui, bonjour, je voudrais rebondir sur ce que dit Sandrine par rapport à ce qu'elle appelle le baromètre, parce qu'en fait, il y a deux questions qui se posent et que je me pose aussi. Je présente, je suis Stéphane Decam, le secrétaire général du CIAN, et donc j'ai beaucoup travaillé sur ce baromètre. La première, c'est que quand on parlait de doing business à l'époque, il y avait un classement des pays. Et la question, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un classement des pays ou une mesure, ce que j'appelle le baromètre, c'est-à-dire on mesure un certain nombre de critères, mais on ne classe pas les pays. Parce que si, par exemple, on pose les mêmes questions sur un certain nombre de critères entre la RCA et la France, on peut avoir des réponses qui, en France, vont classer, par exemple, je sais pas, les transports comme pas bons ou retard. Et donc, la notion de classement n'a pas de sens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est aussi embêtante, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, vous parliez des investissements en disant il ne peut pas y avoir de business sans investissement, c'est quand on porte un jugement, si on n'a pas de mesure exacte du critère, c'est quelque chose qui est subjectif. Et donc, si on fait un classement sur des appréciations subjectives de ceux qui se prononcent, on fausse forcément le baromètre. Donc, à mon avis, il n'y a pas de méthode infaillible. Par contre, si on interroge les entreprises, elles sont demandeuses d'avoir quelque chose qui leur permette d'apprécier l'environnement des affaires. Même si ce n'est pas parfait, au moins ça donne quelque chose. Et je prends cet exemple. C'est un de mes amis du MEDEF qui disait, moi, quand mon directeur va en Afrique, je prends le rapport du CIAN et je regarde le baromètre CIAN pour avoir une appréciation du pays. Même si ce n'est pas parfait, au moins j'ai quelque chose. Et donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas de méthode parfaite, mais on a besoin, dans les entreprises, on a besoin d'avoir une mesure de cet environnement des affaires. Bonjour, Julien Rosier. Je suis actuellement enseignant, mais j'ai travaillé pendant 5 ans au ministère de la Justice donc sur ces questions-là, et donc que je connais assez bien. Et alors, je viens de vérifier, j'ai travaillé sur notamment la réponse française au nouveau classement de Doing Business, dont je peux faire état puisqu'elle est publique. Elle est parmi les 750 pages qui ont été finalement publiées de la consultation publique de la Banque mondiale sur le classement, le nouveau classement Business Enabling Environment. Et donc, la position française rejoint assez bien, et me semble-t-il, celle des intervenants, puisqu'elle est articulée dans ses grandes lignes sur 2 grands volets. Le premier, c'est que la France a insisté sur l'intérêt d'aider l'entreprise privée, plus généralement le monde des affaires privées, à s'améliorer, et en indiquant que finalement le travail, l'objectif principal, c'est celui-là, et c'est pas d'agréger uniquement des statistiques, des données. Et le deuxième volet, elle a rappelé son opposition à un classement agrégé. En indiquant, on peut travailler sur des indicateurs, il y a des choses qu'on peut faire. Alors, elle a rappelé également, et je pense que la note pour le coup est assez intéressante puisqu'on avait fait un travail collectif en interministériel en mars 2022 sur ce projet. Elle a rappelé les biais méthodologiques qui ont été identifiés par d'autres depuis longtemps et qui malheureusement sont restés dans le classement. Et donc, du coup, je pense que ça rejoint assez bien ce que disaient les intervenants. Après, moi, de ma lorgnette, qui est une lorgnette sur ma spécialité, les procédures collectives et l'insolvabilité, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau européen, il y a eu des projets, il y a même eu des travaux avec des classements qui n'ont pas été publiés. Un classement en particulier sur un insolvency benchmarking de la part de la DG FISMA, qui est à la Commission européenne,
les tenants du financement et des marchés financiers et du financement de l'économie, avec on retrouve les mêmes problématiques. Dès qu'on fait un classement agrégé, il y a des biais méthodologiques, c'est extrêmement compliqué de faire remonter finalement des données et de les agréger. Et donc, on peut dire peut-être deux choses. Enfin, moi, je vous rejoins énormément sur deux aspects. Oui, il y a beaucoup d'indicateurs. Oui, il y a travailler des indicateurs en partant des besoins des intervenants, des acteurs, des entreprises, des banques, enfin, quels que soient les acteurs. Typiquement, une banque, c'est la durée de recouvrement du crédit. Combien de temps une procédure va durer, c'est l'efficacité des garanties, mais la réelle efficacité, pas simplement ce qui est écrit dans la loi et ce qu'on peut afficher. Et voilà, et multiplier ces indicateurs pour pouvoir avoir des comparaisons, mais peut-être que le principal défaut de ce qui existait, c'est cette idée d'agréger des données, même si c'est vrai que la simplification, on la recherche souvent, en particulier lorsqu'on veut après aboutir à des notations, notamment financières. Voilà. Et sur ma petite partie, ce que je peux dire sur le classement, enfin ma spécialité, les procédures collectives, le nouveau classement, projet de classement, a pris en compte beaucoup d'observations de la France, notamment sur la particularité des procédures préventives à la française. On a beaucoup insisté pendant des années sur le fait qu'on ne peut pas avoir les mêmes procédures et la même droit à l'insolvabilité dans tous les pays, justement parce que les besoins ne sont pas les mêmes, les entreprises ne sont pas les mêmes. En économie, c'est ce qu'on appelle le capitalisme éducateur. Si on a affaire à des petites entreprises et des moyennes entreprises, il faut les faire monter et croître, et donc forcément, on n'a pas le même regard du point de vue du droit de l'insolvabilité. Voilà. Excusez-moi, c'était un petit peu long, mais je vais partager mon expérience sur le sujet. Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais revenir sur quelques points. Sur le baromètre, par exemple. Je critique pas le fait qu'un indicateur, lapsus, je reviendrai sur ce lapsus d'ailleurs, qu'un indicateur soit un indicateur de perception. Le tout, c'est de le dire. Et j'allais dire même, je l'ai écrit, qu'un indicateur de la perception, par exemple, des chefs d'entreprise, de filiales françaises à l'étranger, c'est intéressant. Parce que ça donne la perception et peut-être que ça traduit les dynamiques existantes ou futures du marché de l'investissement vers ce pays. Donc c'est une donnée intéressante. Mais simplement, il faut le dire, voilà, c'est un indicateur de perception. Et la difficulté, c'est que la Banque mondiale avait un indicateur qui était très largement un indicateur de perception, et elle disait au contraire, c'est la norme. Donc c'est entre la norme AFNOR et un sondage Ipsos, vous voyez, il y a quand même une certaine différence. Le deuxième point, c'est le classement. Et alors là, le classement, c'est la vérole. Je le dis brutalement. Le classement, c'est la vérole. Ce qui est en amont du classement est toujours intéressant. Encore une fois, j'y reviens. Mais à partir du moment où vous classez, et ça, c'est très intéressant parce que une équipe concurrente de Doing Business, mais qui n'a pas eu autant de moyens ni autant de pérennité à la banque, qui s'appelait l'équipe de Danny Kaufman du World Bank Institute, avait fait un travail qui s'appelait Governance Matters. Ils avaient agrégé tous les indicateurs possibles et imaginables de qualité des affaires, du droit, de la liberté, etc. Une énorme base de données. Et en fait, ils montraient l'écart type à partir du classement moyen. Et en faisant, entre guillemets, un classement des différents pays à partir de ça. Et donc, vous aviez des écarts types qui étaient tellement important que, en gros, entre le premier et le 10e, ils étaient en fait dans un même nuage, ou le premier et le 20e. Donc en fait, le classement ne veut finalement pas dire grand-chose. D'ailleurs, la Banque mondiale, après, a publié son classement de Doing Business avec les écarts types. Donc du coup, mais alors c'est là le point qui est compliqué, c'est que le classement, c'est très séduisant. Ça se lit dans un avion, très vite. Vous lisez mon bouquin sur la monographie comparative sur le droit immobilier entre la France et le Pays de Galles, ça va vous prendre plus de temps. Entre la France, l'Angleterre et le Pays de Galles, ça va vous prendre plus de temps. Le classement, c'est très séduisant, et donc ça passe au journal télévisé. Et ça, c'est, j'allais dire, c'est la vérole au carré, jusqu'à y compris la reprise par les meilleurs d'entre nous. Le président Hollande devant
j'ai mon cœur à saigner, devant le Congrès des maires de France, a utilisé l'indicateur Doing Business pour la délivrance des permis de construire. Bon. Et puis, son prédécesseur l'avait fait sur un autre truc, et son successeur l'a fait aussi. Donc, si vous voulez, c'est là où il y a une espèce de pédagogie qui est vraiment très ferme à tenir, en disant, quand vous voyez quelqu'un qui vous parle de classement, vous dites stop. Là, c'est d'abord, techniquement, c'est de la foutaise, hein, parce que vous avez, ou alors vous lui demandez quel est l'écart type. À ce moment-là, en général, il ne le sait pas par rapport au point moyen. Et vous lui dites non, non, ça ne nous aide pas en réalité. Ça ne nous aide pas. Moi, je trouve que oui, ça nous apporte une information, l'indicateur qui est donné. Il y avait une base de données qui avait été montée, et malheureusement, je crois qu'elle a pas été maintenue parce que ça demande des coûts de maintenance évidemment très élevés, qui avait été menée par l'ex-DRE, devenu direction du Trésor, et qu'il avait transféré au CEPI, qui était une base de données, j'allais dire, qui avait la force de ses faiblesses ou l'honnêteté de ses biais. C'est-à-dire que c'était le même panel qui était tous les conseillers économiques et financiers des postes français qui étaient interrogés. Donc, ils avaient, j'allais dire, le biais d'un fonctionnaire français dans la quarantaine qui a passé 5 ans dans le pays, etc. Et sur toute une batterie d'indicateurs. Et ils ne présentaient aucun classement ni aucune donnée synthétique, mais des diagrammes en toile d'araignée. Et ça, c'est très intéressant, la diagramme en toile d'araignée. Parce que ça veut dire, tiens, ce pays est un peu faible là-dessus, mais par contre, sur l'autre, et si je superpose les toiles d'araignée avec ses concurrents, voilà. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Aux dernières nouvelles, elle était mise en œuvre par le CEPI, mais je ne crois pas qu'elle ait été maintenue. Moi, je voulais dire une chose, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit monsieur, puis avec ce que tu viens de dire, que le classement, sur les faiblesses du classement, et c'est quelque chose que je voulais dire, mais que je n'ai pas dit qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de classement. Je suis complètement d'accord, sauf que, justement, le classement, c'est marketing. Le classement s'appelait on ne pourra pas faire sans classement. Alors, où il faudrait être un peu sioux, c'est faire quelque chose qui n'est pas un classement, mais qu'on appelle classement. Ça, c'est un truc à faire un peu à l'anglo-saxonne en disant des trucs qu'on ne fait pas ou en faisant des trucs qu'on ne dit pas. Mais bon, ça, c'est ça qu'il faudrait faire. Parce que j'ai un autre exemple en dehors du strict juridique, c'est l'histoire du classement de Shanghai. Et une époque, on a voulu, ça n'a rien à voir avec les investissements, mais c'est les universités. Et à une époque, on a voulu et on a fait au niveau de la Commission européenne, poussée par les Français, et tous les autres ont participé, on a fait ce que vous dites, c'est-à-dire une espèce de score, mais par pays, prenant en compte un certain nombre, mais sans classement. Par pays, en prenant en compte le nombre d'enseignants, les publications, ce que vous voulez, mais plein de critères, mais plus large que Shanghai. Mais ça s'est lamentablement planté. Ça n'intéressait personne parce qu'il fallait lire effectivement pas mal, c'était pas marketé, etc. Donc moi, je préconise, je suis tout à fait d'accord que le classement, les écarts types et tout ça, vous avez complètement raison, sauf que il faut quand même faire quelque chose qui s'appelle ranking, voilà, marketingment parlant, si je puis dire. Voilà. Après, il faut qu'on réfléchisse à ça, mais c'est très important parce qu'on n'est pas seul. Hein. Il n'y a pas que les Français, il n'y a même pas que l'Occident, il n'y a même pas que l'Europe, les États-Unis, il y a l'ensemble du monde. Et l'ensemble du monde, ils ont besoin de choses, je ne vais pas être désagréable du tout, mais enfin, ils ont besoin de choses, voilà, un peu, ils ont besoin de classement. Ça aide, ça aide. Donc voilà, il faudrait être assez choux pour en faire sans le faire. Mais madame voulait dire un mot, là, voilà. Merci. Raquel Grasse, consultante en intelligence économique. Justement, alors moi j'étais ravie quand il y a eu l'arrêt de ce rapport, parce que une chose dont on ne faisait absolument pas cas, le doing business, c'était l'accès à l'information, la complexité ou la facilité. Et d'ailleurs, c'était clairement écrit noir sur blanc dans leur grille, où il y avait le coût pour créer une entreprise, le temps. C'est écrit, nous ne prenons pas en compte le temps qu'il faut pour obtenir cette information, la vérifier. Et donc, je me disais, ça veut dire que mon métier ne sert strictement à rien. Donc, en fait, j'étais plutôt ravie de cet arrêt. Mais en fait, c'est un vrai sujet. Je prêche pour ma paroisse, mais savoir, enfin, s'il faut 1 mois ou 6 mois avant de pénétrer un marché, quand on parle de transparence, de gouvernance, on pense souvent à la décision prise par la puissance publique, mais déjà, savoir qui est le décideur, savoir quelle est la norme qui s'applique. On a déjà parlé l'autre jour lors de la conférence sur les due diligence, séminaire sur les due diligence, ça c'est un véritable sujet. Alors peut-être que ça rajoute un indicateur, mais qui compte. Et par rapport à aussi un petit commentaire sur l'esprit très, très libéral, extrêmement libéral
de ce classement et de ce rapport. Le temps qu'il faut pour créer une entreprise, parfois c'est une bonne chose de prendre du temps, et notamment je sais pas, dans des marchés réglementés. On avait un client dans un pays d'Afrique de l'Est, on voyait que créer l'entreprise prenait 5 minutes. Bah oui, mais ça c'est parce que l'État n'avait aucun moyen d'aller vérifier les actionnaires. Dans les paris sportifs, en plus de s'il y a du blanchiment, de la mauvaise gouvernance éventuellement. Et dans ce pays en question, c'était seulement les locaux, voire éventuellement joint venture, qui étaient censés, d'après la loi qu'on a réussi à trouver avec compilation requérant une vraie enquête, seuls les locaux pouvaient créer. De fait, ce n'était que des Turcs, des chypriotes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours leur local de service qui allait se présenter, et sans faire de distinction personne physique, personne morale, hop, l'équivalent de la loterie nationale ou de la Française des Jeux donnait la licence. Un peu plus de temps pour créer une boîte, c'est peut-être aussi une bonne chose. Voilà. Donc, c'est pas très libéral. Deux mots pour rebondir. Je trouve que la piste, à vous parler de la lutte contre le blanchiment, alors je me permets de rebondir parce que le travail que fait le groupe d'action financière, donc le GAFI, qui est récemment a audité la France, hein, c'est le rapport, le résultat a été public, en termes de méthodologie, même si on n'est pas sur les mêmes enjeux, on est quand même sur des problématiques de savoir si on répond bien à des exigences, donc quand même à certains critères, et le fait de faire, finalement, l'audit se fait par des États tiers, par finalement des intervenants d'autres États qui vont regarder ce que fait la France, comme elle ira, par ses représentants, ensuite auditer d'autres États. Et moi, j'ai trouvé qu'en termes de méthodologie, pour avoir travaillé sur la visite, la préparation de la visite du GAFI, c'est beaucoup plus sérieux en termes de méthode de travail. Alors, c'est beaucoup plus long aussi. Hein, en tant que tel, l'audit lui-même dure une année, donc c'est extrêmement long, mais c'est beaucoup plus sérieux parce que déjà, on évite le biais méthodologique lié aux problématiques des experts de la Banque mondiale. C'est très compliqué d'objectiver, de trouver des experts, les objectiver, et puis s'assurer du sérieux des réponses. Voilà, donc il y a peut-être un gros travail à faire sur justement ces biais méthodologiques, et je pense que là, il y a peut-être une piste, pour le coup, ce que fait, alors c'est pas parfait, hein, mais ce que fait le GAFI en termes d'évaluation, justement, il y a un très très beau travail d'effectuer. Moi, je voulais aussi dire qu'à contrario, les indices, ça permet quand même à un pays de se benchmarker, d'avoir envie de progresser. Alors, certes, c'est la diffusion d'une norme, mais peut-être qu'il y avait des éléments concrets dans le Doing Business qui ont permis, notamment à des États africains, de se donner des buts et d'améliorer malgré tout l'environnement pour les entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va parler de la Géorgie. Non, mais parce que justement, donc on peut en parler. Non, mais au début de. Non, pas du tout, mais au début de Doing Business, donc un des indicateurs qui est Registering Incorporating Firm, ou je sais pas quoi, donc c'était la rapidité et le coût pour créer une entreprise. Et la Géorgie, d'une année à l'autre, a explosé le classement, enfin vraiment très impressionnant. Les délais, a explosé les classements, et notamment, il y a eu une création d'entreprises absolument fabuleuse. Après la loi qui avait été passée selon les canons de la banque. Et en fait, en regardant de plus près, on s'est aperçu que il était devenu obligatoire pour vendre sa voiture d'occasion de créer une société. Bon, je ne sais pas si la bureaucratie a reculé, mais alors très rapidement, effectivement, mais voilà. Bon. Ce qui ne veut pas dire que ça impose une discipline, c'est clair. Et donc, c'est vrai que ça pousse les États à se réformer. Et encore une fois, selon quel thermomètre, c'est là où. Personnellement, moi, je crois en ma méthode et je la partage en quelque sorte, cette croyance. Quand vous dites, on va voir si le système britannique, qui est l'antithèse du système français d'enregistrement des titres de propriété, il n'y a pas de cadastre, il n'y a pas de notaire, etc. Comment ça marche? Est-ce que ça marche mieux? En fait, in fine, on arrive à la conclusion, avec du droit comparé, de l'analyse économique, etc., analyse coût-bénéfice, que ça marche différemment
et qu'il y a des poches d'efficacité chez nous, il y a des poches d'efficacité chez eux, il y a des choses à améliorer d'un côté ou de l'autre. Avec ce résultat absolument moi qui m'a totalement surpris, qui peut-être est connu des spécialistes, c'est que in fine, c'est le gouvernement britannique, c'est la couronne qui garantit l'acheteur si le titre a été est faux, etc. Il y a une garantie ultime qui est le Trésor britannique. Alors c'est assez étonnant de se dire que dans un pays apparemment hyper libéral sur ce plan-là, c'est finalement le contribuable qui va garantir la bonne fin de la transaction immobilière in fine. Et ça marche pas mal parce que à l'époque, donc on a fait cette étude il y a plus de 5 ans, les dépenses annuelles étaient de l'ordre de l'ordre de grandeur était la dizaine de millions de livres. Donc ça prouve que finalement le dispositif fonctionne pas mal. Vous voyez ? Et nous, on a un dispositif avec les notaires qui prélèvent les impôts fonciers, enfin les taxes, etc., à l'euro près, donc il n'y a aucune fuite, etc., etc. Il y a une discipline chez eux. Donc, moi, je trouve que pour la réforme, ça, c'est plus intéressant. C'est-à-dire de se dire, tiens, là, sur telle partie du dispositif, de la procédure, il y a effectivement des gains, ou au contraire, on n'a pas à rougir, etc. C'est pour ça, juste un dernier mot, que ce n'est pas les indicateurs qu'on met en cause, hein, c'est les classements. C'est différent complètement. Les indicateurs, c'est super intéressant pour se benchmarker par rapport à tel ou tel pays, par exemple, qu'on imagine comme un concurrent, ou peut-être l'État africain, tiens, je voudrais bien ressembler à tel autre. Mais ce n'est pas un classement par rapport à 175 pays dans le monde qui, effectivement, ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est complètement différent. C'est pas ça. Enfin, moi, j'ai compris que c'était le classement qu'on mettait en cause, mais pas du tout les indicateurs. Les indicateurs, il en faut, évidemment. Critères ont permis quand même à certains pays de progresser. Peut-être qu'ils n'auront pas forcément progressé dans la meilleure direction, mais ça leur a donné des jalons ou. Tout dépend des indicateurs. Le problème de Doing Business, c'est que ces indicateurs étaient essentiellement quantitatifs. Délai quantitatif, alors effectivement, c'était assez simple de mettre en œuvre, enfin assez simple. On voyait exactement ce qu'il fallait faire. Si on réduit le délai, on gagne des places. Mais sur la qualité du service ou la qualité de l'indicateur, par exemple sur les décisions judiciaires, ce qui paraît important, c'est c'est l'accès à la justice. Alors la qualité des décisions, elle peut être mesurée par rapport à l'accès à un appel et est-ce que l'appel contredit souvent la décision de première instance. Enfin, il y a différents critères. Alors que si on dit simplement il y a combien d'arrêts qui sont rendus, et effectivement il y a plus d'arrêts qui sont rendus, il y a plus de décisions de justice qui sont rendues d'un sur l'autre, ça ne donne pas grand-chose sur la qualité de la justice rendue dans le pays. Bonjour, Georges de Grosne, donc je travaille chez Orange. Ça fait 12 ans que je fais du corporate développement sur l'Afrique, Middle East. Donc en fait, c'est nous qui étudions les dossiers d'investissement pour s'implanter sur l'Afrique ou acheter des entreprises sur l'Afrique. Donc, merci beaucoup déjà pour ces présentations. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une notion marketing du classement qu'on va présenter à notre comité d'investissement, nous, très concrètement, qui fait pour présenter aussi dans le cadre de l'analyse du risque pays. Il y a aussi l'importance des indicateurs, qui est très, très important. Je suis d'accord avec le benchmarking aussi des assurances, qui est probablement, effectivement, on utilise aussi les couvertures méga ou autres chez Orange. Je pense qu'il y a peut-être aussi, pour apporter dans le débat sur la méthode, peut-être une piste intéressante aussi sur la remontée de dividendes et sur la réserve de cash des gouvernements. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, une des problématiques qu'on a, c'est la remontée des dividendes de ces pays. Et c'est aussi toute la pression fiscale, évidemment, qu'on retrouve. Et c'est assez intéressant de voir ce que les ambassades, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est-à-dire sur les ambassades et les conseillers économiques, ils ont énormément d'informations par les entreprises parce que les entreprises viennent les voir pour régler leurs problèmes. Et souvent, les problèmes, c'est j'ai une pression fiscale énorme, comment vous pouvez m'aider à régler ça avec le gouvernement, avec le ministère des Finances, etc.
ou c'est j'arrive pas à remonter mes dividendes, comment on peut faire? Alors, de temps en temps, c'est la Banque centrale qui a dans sa liste des priorités, et je pense que ça peut être intéressant aussi dans la méthode sur le climat des affaires, pour dire aujourd'hui, finalement, ce pays, il a 2 mois de réserve de change, hein, d'importation, donc en monnaie forte. Donc, vous pourrez jamais remonter vos dividendes. C'est pas possible, vous ferez peut-être du business, mais vous ne remonterez pas vos dividendes. Donc ça, c'est important aussi de mettre dans le doing business, parce que en tant qu'actionnaire, groupe, quand on investit dans un pays, c'est important pour nous aussi de savoir si on va avoir le retour sur investissement et si ça va nous revenir en dividendes. Donc voilà, donc je voulais apporter juste cette petite pierre dans le cadre de la méthodologie. Et je vous remercie encore une fois pour vos présentations. Vous avez mentionné MIGA, l'assurance des risques politiques. J'ai l'impression que vous êtes familier des garanties d'investissement. Vous parlez de la remontée des dividendes. Je ne peux pas croire que vous ne sécurisiez pas la remontée des dividendes via les garanties d'investissement qui sont proposées par les assureurs privés ou la MIGA. C'est proposé de manière différente, mais quoi qu'il en soit, ça fait vraiment partie effectivement d'une donnée fondamentale lorsqu'on est investisseur et lorsqu'on opère des actifs à l'étranger. Et la problématique de l'inconvertibilité des devises, de la remontée des dividendes, donc du non-transfert, c'est vraiment élémentaire dans les garanties d'investissement. C'est apprécié et vous pouvez transférer votre risque. En amont et en aval. Oui, absolument. Oui, oui, bien sûr. Et c'est là où on va faire attention, oui, on peut y aller, mais à tout de suite. On peut couvrir éventuellement par. Ouais. Bien, merci beaucoup. Oui, oui. Concernant les réserves de change, effectivement, il y a toujours à regarder entre le droit et la pratique, entre la garantie théorique de transfert et puis la pratique. Je pense que le Fonds monétaire fait un travail sur cette appréciation entre le droit et la pratique, sur les problèmes de transfert de flux financiers en général. Et là encore, ça veut dire qu'il faut peut-être plusieurs indicateurs et pas avoir un seul indicateur attrape-tout, mais des indicateurs un peu spécialisés avec des institutions spécialisées. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Ouais. Dans la réalité, c'est parce qu'il y a c'est une question qui est quand même très regardée, abordée dans toutes les conventions bilatérales de protection des investissements, effectivement. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois on a dépassé un peu déjà le temps de réunion, et donc je vous invite à continuer cette discussion autour d'un verre qui nous est offert par le cabinet Janté, encore une fois, que nous remercions.